Bonjour, ici Claire et Julie. Bienvenue sur EndoAide, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. Pour notre tout premier épisode, notre invitée est Marie-Josée Thibert, une femme atteinte d'endométriose et qui est créatrice du portail d'information Endométriose Québec, qui a pour but d'informer, sensibiliser et soutenir les femmes atteintes. Vous le verrez, cette interview est un vrai moment de partage. Et comme le dit si bien Marie-Josée, sa vie ne s'arrête pas à la maladie. C'est un vrai témoignage de force, de résilience que nous vous invitons à découvrir. Bonjour à tous, ici Julie. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cet épisode bien spécial avec Marie-Josée. Si vous le voulez bien, on va bien commencer l'entrevue. Marie-Josée, est-ce que tu veux un peu te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices? Bien sûr. Alors, Marie-Josée Thibert, je suis une femme atteinte d'endométriose. Je suis aussi conseillère en communication dans la vie. Et j'ai mis sur pied, il y a quelques années, un portail d'information et qui est en voie de devenir un organisme sans but lucratif qui vise à soutenir les femmes atteintes, informer la population, sensibiliser. Donc, ça, c'est ce dont je suis venue vous parler aujourd'hui. Je suis également mariée depuis 2017. J'ai un toutou. J'ai pas d'enfant, malheureusement. Ça a été une des conséquences pour moi. On pourra en reparler aussi. Donc voilà, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler spécifiquement là, de ce que j'ai mis sur pied et de ma vie personnelle aussi là, avec l'endométriose. Mais je le dis, je m'amuse à faire des parallèles, en fait à vous parler de d'autres choses autour dans ma vie parce que je trouve ça important pour les femmes aussi de ne pas se définir par l'endométriose parce que c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de place dans notre vie. Donc, on est des artistes, on est des sportives, on est des... Alors, voilà. Super. Est-ce que, pour débuter, parce faut débuter quelque part, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi, en fait, l'endométriose? Absolument. De façon très simple, l'endométriose, c'est lorsqu'il y a du tissu semblable à l'endomètre. Donc, pour comprendre l'endométriose, il faut comprendre ce que c'est l'endomètre. L'endomètre, c'est, chez toutes les femmes, le tissu qui recouvre la paroi de l'utérus. Donc, c'est ce tissu-là qui se désagrège tous les mois et qui provoque les règles. Chez les femmes atteintes d'endométriose, on retrouve du tissu semblable à ça à l'extérieur de l'utérus. Donc, on va en retrouver chez les femmes atteintes on parle souvent de stades, là, 1, 2, 3, 4. Donc, de façon générale, on va en retrouver sur l'utérus, sur les trompes de Fallope, sur les ovaires et dans des cas plus graves, des stades plus avancés, on va en retrouver sur les organes avoisinants. Donc, gros intestin, vessie, dans des cas encore plus graves, diaphragme, poumon. Donc, c'est vraiment ce tissu-là qui se retrouve à l'extérieur. Et évidemment, quand on a nos règles, l'endomètre est évacué à l'extérieur du corps. Mais quand on a des cellules endométriales ou du tissu semblable à l'endomètre à l'extérieur de l'utérus, ce tissu-là réagit au cycle hormonal de la même façon que le tissu qui est à l'intérieur de l'utérus, mais il n'y a pas nulle part où s'évacuer. Donc, il irrite les organes avoisinants. Il s'accumule avec les années, ça crée des espèces de toiles d'araignée, ça crée des kystes. Bref, ça crée des masses qui n'ont pas d'affaires là et ça crée des douleurs, toutes sortes de douleurs là, au niveau abdominal et selon les organes touchés. Ça peut créer aussi des troubles digestifs, des troubles urinaires, des choses comme ça. Comment ça a débuté pour toi, en fait? Comment ça a débuté tes symptômes, un peu, le diagnostic que tu as reçu? Oui, moi, je suis de celles, parce qu'on a toutes des cas différents, mais il y a beaucoup de femmes, et moi, je suis de celles qui ont eu les premiers symptômes dès les premières règles. OK. Donc, 14 ans, première expérience, douleurs assez intenses, douleurs qui se sont intensifiées avec les années, bien sûr, mais j'ai toujours eu des cycles difficiles dès la première fois. Il y a des femmes qui le vivent autrement, mais il y en a plusieurs qui se reconnaîtront certainement. Donc, moi, ça a commencé comme ça et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me croyait.
d'avoir une maman qui m'accompagnait chez le médecin, parce qu'il faut savoir que il y a encore beaucoup d'idées préconçues par rapport au fait que avoir mal au ventre pendant ses règles, c'est tout à fait normal. D'avoir certains malaises, que ce soit pas super agréable, c'est une chose, mais d'avoir des douleurs à ce point intense, ce n'est pas normal. Quand le corps a mal, c'est un signal. Donc, je le dis que j'ai eu cette chance-là parce que je sais qu'il y a des femmes qui, malheureusement, ont à gérer ce regard extérieur de « ben là, saisis-toi, là, va travailler, fais quelque chose, va à l'école », tu sais. Moi, ma mère avait elle-même eu des cycles qui n'étaient pas si évidents dans son plus jeune âge. Donc, elle savait que ça pouvait peut-être m'arriver. Elle n'avait pas été diagnostiquée, mais elle m'a accompagnée. Donc, on sait que en moyenne, malheureusement, pour différentes raisons, c'est toujours de 7 ans la moyenne pour un diagnostic. Entre le moment où les femmes ont leurs premiers symptômes jusqu'au diagnostic, dans mon cas, ça a pris 11 ans. Donc, j'ai été diagnostiquée à 25 ans. Alors, vous pouvez vous imaginer entre 14 et 25. J'ai eu des périodes très difficiles. Je me suis posé des questions. Je me suis demandé si c'était dans ma tête. Je suis repartie de l'urgence souvent avec des anxiolytiques parce qu'on me disait « t'as mal au ventre parce que t'es anxieuse ». Et j'essayais d'expliquer que non, j'étais anxieuse parce que j'avais mal au ventre depuis des années. Et donc, je suis partie de, comme plusieurs femmes aussi, me faire dire par des différents spécialistes parce que à la défense des médecins, l'abdomen, c'est complexe. Hein? Il y a toutes sortes de choses dans le ventre. Fait que c'est pas facile nécessairement de trouver ce qui se passe. T'sais. Donc, je me suis passée de me faire dire par différents spécialistes que j'avais rien parce qu'effectivement, quand on souffre d'endométriose, nos bilans sanguins sont normaux, nos échographies même peuvent être normales. Maintenant, on fait des IRM. C'est plus facile de voir. À l'époque, j'ai 40 ans aujourd'hui, moi, à l'époque, on faisait pas d'IRM. On sait que donc, il fallait faire une laparoscopie. Alors, cette laparoscopie-là, elle a eu lieu à 25 ans lorsque j'ai finalement rencontré un médecin qui connaissait l'endométriose et qui, après m'avoir posé des questions, s'est douté que c'était ça. Et donc, entre 14 et 25 ans, la maladie avait fait son chemin. Alors, quand on m'a fait ma laparoscopie, j'étais soudée dans l'endométriose. Donc, utérus, gros intestin, vessie. Alors, ça, c'est mon histoire. À partir de là, bien évidemment, il y a eu une prise en charge et j'ai fait certaines choses aussi pour améliorer ma qualité de vie. Mais ça a été la façon que j'ai appris là, que j'étais atteinte. C'est sûr que c'est triste parce qu'on se dit « Oh non, j'ai une maladie », mais en même temps, après 11 ans d'errance, on est contente de savoir qu'on n'est pas folle puis qu'il se passe vraiment quelque chose dans notre corps. De savoir que c'est pas dans notre tête aussi. Ouais. Puis comment t'es tombée sur ce médecin? Est-ce qu'on te l'avait recommandé ou est-ce que... Malheureusement non, c'est ma mère qui était infirmière, qui était découragée sur une heure de dîner à son travail. Après toutes ces années à m'accompagner chez des spécialistes et qui était très émotive et qui en parlait avec ses collègues. Et c'est vraiment en s'ouvrant aux autres qu'une collègue lui a dit « c'est peut-être l'endométriose, la façon que tu me parles des symptômes de ta fille » et elle lui a donné ces coordonnées-là. Le docteur Serge Rousseau, qui est maintenant retraité, mais qui était un des seuls à l'époque à Montréal, en tout cas, qui était vraiment, qui suivait pratiquement que des femmes atteintes. Donc, c'est vraiment un hasard, un beau hasard de la vie. Oui. Ça s'est passé à Montréal? Oui. OK. Parfait. Oui, une chance en plus, parce que ça, c'est une chose aussi qui est pas évidente. Quand on est dans les grandes villes, on a accès plus facilement à certains spécialistes. Donc, moi, c'est une des raisons aussi pourquoi mon organisme couvre le Québec au complet, parce que je suis très consciente que, dépendamment de la ville où on habite, de la région dans laquelle on est, ça peut être encore plus compliqué d'avoir accès à un médecin. Là. La réalité n'est même pas la même en santé en général pour le système de la santé. J'imagine même pas pour quelque chose qui est un diagnostic. C'est ça, quelque chose qui est si pointu. Est-ce que, donc là, après le diagnostic, prise en charge, est-ce que, par contre, tu peux un peu nous parler de l'impact que ça a eu dans ta vie personnelle, professionnelle, peu importe, en fait, le fait d'avoir été diagnostiqué, l'impact que ça a eu dans tes projets ou autres? Oui, bien, ça a eu un gros impact sur ma santé, mon équilibre psychologique. On parle souvent de l'impact sur la santé physique. Vivre avec de la douleur,
c'est une chose, vivre avec la douleur, puis se faire dire que tout est beau, puis que on n'a rien de particulier, c'est se poser la question, mon Dieu, est-ce que toutes les femmes souffrent comme ça, puis moi, je suis juste pas capable de le prendre? Est-ce que c'est vraiment dans ma tête, puis je me suis inventé une maladie, tu sais? Fait que ça a un impact sur la santé mentale. C'est beaucoup de hauts et de bas vivre avec l'endométriose. C'est un jour à la fois pour plusieurs femmes atteintes, dont moi. Tu sais, je dis souvent, je sais pas, dans 3-4 semaines... si je vais pouvoir être là à ton souper, mais là, en ce moment, je vais bien, si tu veux, on va faire quelque chose, tu sais, mais c'est difficile, donc il faut apprendre à vivre au jour le jour, puis il faut, je pense, ajuster son environnement, il faut ajuster ses relations, il faut ajuster sa profession, donc tout ça, c'est fait sur des années, mais à l'époque, ça a eu des gros impacts. On a tu sais, moi, j'avais comme plusieurs femmes, des bouleversements hormonaux assez majeurs, donc c'est sûr que tu te demandes qu'est-ce qui se passe là quand à l'intérieur de toi, il y a un volcan tout à coup, là, qu'il se passe rien. Il n'y a pas de circonstances particulières, mais tout à coup, tu mordrais tout le monde qui t'entoure. Puis tu sais, je sais que ça, il y a des femmes qui vivent avec des SPM très forts, qui sont pas nécessairement atteintes, puis qui vont se reconnaître aussi. Mais donc, bref, ça a eu un impact à plusieurs niveaux, relations personnelles, travail, tout ça. J'ai toujours été une personne très positive de nature, qui rebondit malgré les difficultés de la vie. Fait que je me suis adaptée. Comme je vous dis, avec les années, j'ai été travailleur autonome pendant un moment. Je pouvais pas être travailleur autonome. Ben non, c'est ça. Tu sais, je faisais de l'organisation d'événements, j'adorais ça, je comptais pas les heures, mais je me suis rendue encore plus malade parce que je peux pas travailler à distance si ça va pas bien, là. C'est un événement, il faut que je sois là, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup adapté et fait du ménage dans mes relations aussi. Mais ça, je pense que c'est bon pour tout le monde, tu sais. Mais quand on est atteinte d'une maladie chronique, quand on vit des difficultés au niveau de sa santé, on est encore plus conscientisé à l'importance que la santé, c'est pas seulement... Oui, c'est ton rapport à ton corps, c'est ce que tu manges, mais c'est aussi de qui je m'entoure, tu sais, qu'est-ce que je fais dans la vie. Le niveau de stress joue énormément quand on a de la douleur, tu sais. Fait que, bref, ça a eu un impact, je pense, dans toutes les sphères de mon existence, pour répondre à ta question. Mais avec les années, j'ai été capable de faire des ajustements pour que ça en ait moins d'impact, tu sais, puis que je sois capable je me suis outillée avec les années pour mieux gérer ces impacts-là, finalement. Puis de t'entourer de gens qui comprennent, qui sont ouverts, qui ont de la compassion, puis en même temps qui t'élèvent vers le haut, tu sais. Je veux dire, moi, quand les gens disent « Ah, pauvre toi », tu sais, je suis comme « je suis pas pauvre », je veux dire, je me considère pas pauvre dans le portefeuille, je veux dire... riche de ce qui m'entoure, tu sais. On veut pas s'entourer de gens qui vont trouver qu'on fait pitié puis qui vont nous garder dans un état d'esprit, mais en même temps, on veut pas non plus ne pas se faire croire quand on va pas bien. Fait que c'est sûr que ça demande une compréhension, puis moi, j'ai un mari exceptionnel, tu sais, je dis souvent, puis pour ça, je te dis, je suis positive dans la vie. J'ai pas eu d'enfant. J'ai fait une dépression en 2016 à cause de ça. Ça a eu tu parles des impacts, impact majeur, faire le deuil de la fertilité, faire le deuil d'une grossesse. Ça a eu un gros impact. Mais en même temps, j'ai réalisé à un moment donné que ça faisait des années que de mois en mois, j'attendais cet enfant tant désiré, puis que pendant toutes ces années-là, j'ai comme complètement perdu contact avec tous les cadeaux qui m'entouraient, avec toutes les... Tu sais, fait qu'à un moment donné, je veux pas être... ésotérique, là. Non. Mais il faut, à un moment donné, Moi, c'est comme ça que j'avance, que je chemine, puis que les impacts sont de moins en moins grands parce que je focus sur ce que j'ai comme... Tu sais, ma relation avec mon amoureux, je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une relation comme ça. Fait qu'il faut que je la cultive, il faut que je donne de l'attention à cette relation-là. Plutôt que de focusser sur ce que j'ai pas puis sur tous les défis auxquels l'endométriose m'a fait faire face, tu sais. Est-ce que ça a été difficile pour lui aussi de le vivre avec toi? Quand on en parle, je pense que ce qu'il trouve le plus difficile, c'est qu'il est complètement impuissant, tu sais, dans sa... Je veux dire, il voudrait donc m'enlever cette douleur-là quand il voit que je suis en crise. Il peut rien faire, fait que... Il a appris à voir jusqu'où je suis capable, tu sais, parce qu'on a tendance, en tout cas, je sais pas, je parle pour moi, mais
ma tolérance quand même assez élevée. Fait que lui, c'est sûr qu'il se sent très impuissant là-dedans de ne pas pouvoir faire plus. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très stable au niveau émotionnel, mon mari. Donc, c'est que ça m'apporte cette stabilité-là de... Tu sais, pour lui, la vie, il y a des défis. Nous, ça a été ce défi-là auquel on a fait face. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Fait que on est beaucoup là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il m'amène à ne pas dramatiser quand il arrive des défis, des situations difficiles. Fait que je peux pas dire que ça a été facile là, de faire... On a eu des conversations parfois qui étaient pas faciles, tu sais, de se poser des questions, de dire, ben est-ce qu'on est vraiment ensemble, tu sais, malgré ces difficultés-là. Puis finalement, ben là, on se retrouve de l'autre côté, là, tu sais. On a passé à travers ces années-là, puis là, ben on profite de notre vie ensemble. Puis on a la chance d'être entouré de plusieurs enfants, puis c'est... Pour moi, en tout cas, puis je pense que pour lui aussi, c'est une façon d'exprimer notre maternité, notre paternité qui est complètement différente, mais qui est là quand même. On est parrain, marraine, on est... Donc, non, on n'a pas de famille, on n'a pas d'enfants, mais on a un rôle important à jouer dans la vie de plusieurs enfants autour de nous. Puis ça, ben encore là, c'est de regarder le verre d'eau à moitié plein, là, peut-être, mais moi, c'est comme ça que j'aime mieux voir la vie, tu sais. Ça a été, de toute façon, ça a été prouvé. Il y a eu plein de gens qui nous diraient que des relations de parrain-marraine, d'amis, la tante, peu importe, ont autant d'impact sur un enfant, si même plus d'une autre façon, en fait, que la mère ou le père biologique, tu sais, Ben, même quand on pense à nous, tu sais, à toutes les personnes qu'on a croisées, qui nous ont inspirés, je veux dire, nos parents sont hyper importants, mais il reste que, comme tu dis, on croise tellement de gens qui font une différence dans notre vie, des professeurs, Moi, je m'implique beaucoup, j'aime m'impliquer aussi dans la cause des enfants, en plus de celle des femmes atteintes. Donc, je suis impliquée, entre autres, avec la fondation du docteur Julien, qui fait en pédiatrie sociale, tout ça. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui me permettent d'être là, d'être présente. Puis ce que je donne à ces enfants-là, ben c'est comme on sème quelque chose, puis tu sais, c'est positif. Encore là, vous m'auriez parlé, on aurait fait cette entrevue-là en 2016, j'aurais probablement été effondrée en larmes en train de vous dire que c'était le plus grand deuil de ma vie. Tu sais, on chemine, là. Là, je suis rendue là aujourd'hui, mais je peux comprendre qu'il y a des filles qui m'écoutent en ce moment qui sont pas là du tout, là, tu sais. C'est un cheminement de plusieurs années, là, tu sais. Il faut prendre le temps de vivre ces émotions-là aussi, ces deuils-là qui sont profonds, qui sont difficiles, là, tu sais. Est-ce que justement, parce que je vois 2016, on est en 2019, ça concorde au début de l'endométriose Québec. Effectivement, bon lien. C'est justement pourquoi tu as décidé de créer Endométriose Québec. Ben, je vous dirais, je vais avoir l'air égoïste, mais il y a un gros morceau de ça qui était pour donner un sens à ce que je vivais, tu sais. Je veux dire, au final, c'est ça, comme tu dis, j'ai eu ma dernière chirurgie en 2014, j'ai vécu une dépression en 2016, puis j'ai commencé à ce moment-là, à cause de ce que je vivais, à en parler autour de moi. J'ai réalisé que c'était important, que c'était bénéfique. Puis là, je parle de, mes parents, mes proches, mes amis, là. Je faisais pas des conférences, mais à m'ouvrir, parce que ça aussi, c'est une chose. Les femmes atteintes, souvent, elles restent dans le silence, elles se disent « Oh mon Dieu, je veux pas parler de ça. Je suis toujours surprise d'apprendre qu'il y a des femmes qui s'impliquent même dans l'organisation, mais c'est pas connu aux yeux de leurs amis, de leur famille. Elles sont pas encore assez à l'aise. Puis je respecte ça, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien de dire... Puis tu sais, même pour OK, tu sais, c'est ça qui se passe, là, parce que c'est compliqué de... Bon, mais pourquoi elle a encore annulé une activité? Puis comment ça se fait qu'elle n'est pas là? Puis ben voyons, elle était super en forme hier. Comment ça se fait qu'elle n'est pas rentrée un matin au but? Tu sais, c'est... Fait qu'on est... Souvent, on a l'impression qu'on est jugé, qu'on est incompris. Fait que moi, j'ai trouvé ça très, très bénéfique de m'ouvrir, de parler, de dire... Puis à un moment donné, les gens n'ont pas le choix non plus de dire « Mon Dieu, tu sais, je n'étais pas au courant », puis d'avoir un dialogue. Fait que ce dialogue-là m'a porté, je me suis dit à un moment donné...
il y a quelque chose, là. Puis le soutien personnel, vraiment, j'allais le chercher à l'international, sur les réseaux sociaux. Il y avait des groupes en France, en Australie, aux États-Unis. Donc, je regardais ces groupes-là aller, ces groupes de soutien virtuel, ces organismes, associations françaises, ces mouvements qui commençaient à se créer. Puis là, je me disais, mais on n'a rien ici au Québec pour se rattacher, tu sais. Fait que je me disais, ben, je pourrais peut-être faire un blog, tu sais. Je me disais, peut-être que je pourrais, là, je suis de plus en plus à l'aise de parler de ma situation personnelle. Peut-être que, puis veux pas, ben, j'avais ramassé beaucoup d'informations parce que je voulais comprendre ce qui m'arrivait, là. Tu sais, déjà à la base, d'un point de vue personnel. Puis effectivement, ça donnait un sens. Ça venait donner un sens, je me disais, on entend souvent ça quand les gens vivent toutes sortes de situations plus ou moins tragiques, mais qu'ils ont besoin de donner un sens à tout ça. Fait qu'effectivement, c'est venu répondre à ça. Puis bon, le blog est devenu finalement un portail d'information, un bagage de communication. Je me suis dit, je vais créer un site en français. Parce qu'au Canada, il y a The Endometriosis Network of Canada qui existe, qui est une super organisation canadienne. Alors, éventuellement, je voudrais que mon site soit bilingue, mais j'ai focusé sur rendre l'information disponible en français au Québec parce que je trouvais qu'il y avait il n'y avait pas de réponse à ça. Endometriosis Network fait un super boulot. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, j'ai un bagage aussi d'organisation d'événements. Donc, je me disais, ben embarquons dans la marche annuelle. Puis, tu sais, tranquillement, groupe de soutien virtuel, tout ça, c'est venu s'attacher, rencontres avec des collaboratrices de d'autres organismes, projets communs. Donc, tout ça grandit avec les années, mais c'est vraiment parti de mon histoire personnelle, puis d'un désir de répondre à... Je me disais, c'est sûr que je suis pas toute seule à me sentir si seule. Et là, quand on apprend qu'on est 1 à 2 sur 10, on se dit, mais elles sont où ces femmes-là? J'ai eu envie de les réunir, j'ai eu envie de les mettre en contact, tu sais. Tu savais à l'époque qu'il y avait une femme sur 10 qui était atteinte potentiellement d'endométriose? Je l'ai appris via les organismes que je suivais à l'international, puis effectivement, ça a été un incitatif. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. On parle de cancer féminin, on parle de maladie de Crohn, on parle de cancer du côlon, on parle de toutes sortes de sujets qui ne sont pas glamour, qui ne sont pas... Mais c'est important de le faire. On parle de diabète. Les statistiques sont à peu près les mêmes pour l'endométriose. Là. Alors, pourquoi on ne parle pas d'endométriose? Tout le monde sait ce que c'est le diabète. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel type d'informations on peut trouver sur ton site? Je voulais vraiment, sur ce site-là, donc endométriose.québec, qu'il y ait de l'information pour qu'on comprenne c'est quoi de l'endométriose, quels sont les traitements, parce qu'il n'y a pas de traitement définitif, mais c'est quoi les traitements proposés par la médecine actuellement. Tous les détails, là, vous allez les trouver là-dessus. Pourquoi c'est méconnu, quels sont les symptômes aussi, vraiment tout bien décrit. Mais je voulais aussi qu'il y ait toute une section mieux-être parce que c'est important pour moi que les femmes reprennent leur pouvoir. Ça, c'est un autre... C'est pas écrit dans la mission de l'entreprise, de l'organisme, mais personnellement, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Puis je veux que les femmes, on peut se retrouver pour l'avoir vécu dans des situations où on a l'impression que l'endométriose a des ramifications, comme je le disais tout le temps, dans toutes les sphères de notre vie, où c'est au cœur de notre existence, où ça nous définit. Donc, c'est bien important pour moi que les femmes se redéfinissent par autre chose. Puis, les pistes de solutions vers le mieux-être qui sont là sont importantes pour moi parce que c'est... Il n'y a pas une recette unique, mais chaque femme a le pouvoir de créer sa propre recette pour améliorer sa qualité de vie. T'sais. Donc, c'est important pour moi qu'il y ait vraiment ce côté-là. Et ce qui m'a amené aussi à créer les webinaires Endozen depuis l'an passé, qui vont recommencer le 27 mars et le 16 avril prochain. Donc, des webinaires d'information d'1 heure avec des conférencières sur des sujets comme la sexualité. Donc, c'est pas évident là, pour toutes les femmes. Il y en a qui malheureusement ne peuvent pas faire beaucoup d'heures selon leur niveau de douleur et tout ça. Donc, tu sais, des professionnels de la santé, des fois, dans certains domaines, ça peut coûter cher. Donc, d'offrir ces conférences-là pour permettre aux femmes d'entendre, d'obtenir de l'information, mais aussi poser des questions en live sur Internet, peu importe où elles se trouvent au Québec. Donc, ça, les événements de sensibilisation comme l'Endomarche qui s'en vient,
C'est important aussi pour aller, pour sortir dans la rue, faire connaître. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important qu'on fait à chaque année. Et évidemment, là, on ne le fait pas, mais beaucoup de projets futurs comme des ateliers dans les écoles secondaires pour aller parler aux jeunes femmes, aux jeunes garçons aussi, des menstruations, du cycle, de cette chose tout à fait normale et naturelle, mais qui parfois peut être un défi. Donc, on parle d'ITSS depuis des années dans les écoles. On devrait parler d'endométriose, de fibrome utérin, de syndrome des ovaires polykystiques. Tu sais, d'ouvrir la conversation avec les adolescentes. Parce qu'on s'entend que, pour des femmes comme moi, on se dit si, quand j'avais 14 ans, l'infirmière de mon école, elle me voyait tous les mois, elle avait su ce que c'était, elle avait eu une petite trousse comme mon désir allait porter. Elle m'aurait dit, Marie-Josée, peut-être que, tu sais, voici des ressources. Fait que ça, c'est... Écoute, on a une très, très grande vision d'où on veut amener l'organisme, mais l'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge des femmes atteintes, c'est de les informer sur qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour améliorer leur qualité de vie, parce que pour l'instant, comme je disais, il n'y a pas de traitement définitif, mais il y a plusieurs façons d'aller diminuer l'impact des symptômes dans notre vie, là. Quand tu parles d'améliorer la prise en charge, tu veux dire les frais de santé, tu veux dire la formation des professionnels, qu'est-ce que tu... Oui, bien en fait, c'est sûr que il y a toute la sensibilisation aussi dans le milieu médical, le milieu politique, c'est tout à fait, ça va être nécessaire de le faire. Parce que ce ne sont pas tous les médecins qui sont formés pour diagnostiquer l'endométriose. Ce ne sont même pas tous les gynécologues qui sont formés pour diagnostiquer. Dans les 10-15 dernières années, il y a quand même eu une évolution. Là. Il y en a plus, c'est de plus en plus connu. Mais, tu sais, dans le parcours du médecin, là, je ne sais pas moi, quelle place prend l'endométriose? Là, tu sais, il y en a des maladies, je le sais, là, mais c'est quand même une maladie qui atteint plusieurs femmes. Donc, est-ce qu'il y en est question ou c'est 2 pages d'un chapitre d'un livre, on passe... Donc, allez voir, tu sais, jusque-là, ça serait intéressant de sensibiliser les futurs médecins, les médecins actuels, puis effectivement, c'est un grand défi pour les femmes atteintes d'aller chercher de l'aide appropriée. Moi, ça m'a pris 11 ans. On dit qu'en moyenne, ça prend 7 ans. Il n'y a pas juste le fait qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas tant de médecins, là, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui restent chez elles avec les symptômes, puis que ça leur prend du temps même d'avoir le courage d'en parler, parce que des fois, elles vont avoir eu le courage de le faire, mais elles n'auront pas eu une oreille attentive, donc elles vont se refermer. Il y a toutes sortes de facteurs qui font que ça prend 11 ans, ou 7 ans, ou 10 ans. Mais c'est certain que d'avoir accès à de l'aide appropriée, de pouvoir rencontrer un médecin qui nous croit d'abord, qui va nous proposer des traitements et qui va nous prendre le temps de nous exposer quels sont les effets secondaires de ce traitement-là, qui va nous avertir qu'on peut très bien réagir ou que ça peut ne pas fonctionner. Tu sais, puis aussi de sensibiliser les médecins à cette complémentarité avec la médecine alternative, les médecines douces. Et là, moi, je parle d'un point de vue très personnel. Je sais qu'il y a des femmes qui ne jurent que par la médecine en guillemets traditionnelle, occidentale. Mais pour moi, ça fait un tout. On rencontre des fois des médecins qui ont une ouverture, qui vont nous proposer l'acupuncture, l'ostéopathie, des choses comme ça. Il y en a d'autres que non. Donc, j'aimerais ça, à un moment donné, qu'il y ait une espèce de concertation. Exactement, tu sais, oui, dans le milieu médical pour dire, ben oui, la médecine est essentielle. Je veux dire, moi, j'avais des adhérences partout, fallait opérer, fallait les enlever. Mais là, une fois que c'est fait, comment je peux faire en sorte, OK, ben une nutritionniste peut peut-être m'aider avec l'alimentation anti-inflammatoire. Au niveau de mon taux d'estrogène, comment je peux m'assurer, on est exposé à des perturbateurs endocriniens. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire en prévention ou en complément à ce qu'on fait avec un suivi médical pour essayer de gérer, parce que c'est une maladie qui se nourrit d'hormones, donc qui est hormonodépendante, qu'on dit. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça. Donc, oui, améliorer la prise en charge pour que quand les femmes, c'est sûr que ce ne sera jamais égal partout, mais que quand les femmes se présentent et ont le courage de dire «
je ne vais pas bien et voici mes symptômes, que peu importe où elle se retrouve, au Québec, dans quel cabinet, ben moi, ça, c'est mon rêve ultime, qu'on puisse dire, ben c'est peut-être l'endométriose et c'est peut-être autre chose aussi, parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent avoir des symptômes semblables, mais qu'on puisse remettre de l'information et diriger vers quelqu'un qui va être en mesure de poser un diagnostic ou du moins c'est ça. Ouais. Maintenant, on pose de plus en plus de parenthèses de diagnostic présomptif là, qu'on appelle parce que la réalité, c'est que pour vraiment avoir un diagnostic, il faut faire une laparoscopie. Donc, on ne va pas nécessairement opérer toutes les femmes qu'on croit atteintes, mais les médecins qui se connaissent bien vont poser une série de questions, vont faire certains examens et vont souvent en venir à la conclusion que c'est probablement l'endométriose. Donc, avoir un... Est-ce qu'il y en a beaucoup des médecins à Montréal ou au Québec qui... Ben, nous, ça a été une des premières choses qu'on a voulu faire. Il n'y en a pas tant. Si vous allez sur notre site Endométriose Québec, d'en trouver un médecin, vous allez voir, il y a une liste. OK. On la bonifie à mesure qu'on soit des... Donc ça, ce sont toutes des références des femmes atteintes, des femmes de la communauté qu'on a... parce qu'évidemment, on peut aller sur le site... du Collège des médecins, mais ils ne sont pas classés avec des diagnostics de maladies. Des gynécologues obstétriciens, il y en a plein, mais on a décidé de faire une liste, de monter un petit bottin, mais pour l'instant, c'est pas un bottin, c'est une liste. C'est pas encore un gros bottin. Évidemment qu'à Montréal, il y en a plusieurs comparativement, mais on a d'autres régions qui sont là et à chaque fois qu'on reçoit des références, on les ajoute. Je vous dirais des fois qu'il y a juste 1 ou 2 références par région. Il y a des régions où on n'en a pas. Puis c'est un bottin aussi dans lequel on ajoute justement des professionnels aussi de la santé, de la médecine douce, pas nécessairement seulement des gynécologues. On peut mettre aussi des gastro-entérologues parce qu'on sait des fois que l'endométriose, oui, c'est une maladie qui est gynécologique, mais elle n'a pas un impact seulement sur le système reproducteur. Donc, des fois, c'est nécessaire de voir d'autres types de médecins selon les organes atteints. Fait que, pour répondre à ta question, il n'y en a pas tant, mais il y en a, puis ils sont là, ils sont sur le site. Donc, si vous êtes au Québec, que vous avez besoin d'une référence, ben c'est... puis si vous êtes à l'écoute et que vous allez voir, puis que votre médecin... vous l'appréciez et qui vous a aidé, ben faites-nous parvenir ces coordonnées et on va les ajouter. On a un petit peu parlé, mais à travers la communauté, mais justement, ça fait maintenant 3 ans qu'Endométriose Québec existe. De voir son évolution, de voir l'impact que ça a dans la vie des femmes, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté à toi, ce projet? Ouh! Ben, c'est vraiment, effectivement, c'est un sentiment de donner un sens à, comme je le disais tantôt, à ce que j'ai vécu, puis de faire une différence. C'est peut-être grand, là, mais c'est un peu ça ma vision pour les générations à venir aussi. Je le vois, l'impact pour les femmes comme moi qui ont vit avec les symptômes depuis des années, puis... Ça nous fait du bien de pouvoir en parler, ça nous fait du bien d'avoir accès à de l'information, de pouvoir améliorer notre qualité de vie, tout ça. Mais quand je rencontre des jeunes femmes, des adolescentes ou même des pères ou des mères de famille qui viennent à des événements, il y a des hommes aussi là, qui sont très, très importants autour de nous. Puis quand je vois ça, je me dis, OK, wow, j'ai un exemple. À la marche l'an dernier... je le nommerai pas, mais il y avait un policier du SPVM qui nous escorte à chaque année lors de la marche dans les rues de Montréal, qui m'a posé des questions pendant 15-20 minutes. Je me disais, mon Dieu, ça l'intéresse vraiment beaucoup, tu sais, de comprendre ce que c'est. Des questions très, très pointues. Et finalement, pour finir par me dire que sa fille, elle investiguait, elle avait plein de rendez-vous avec des médecins. Ils cherchaient depuis des années ce qu'elle avait. Et il trouvait que ça faisait du sens et enfin, il pensait avoir... il dit, d'après moi, c'est ça, tu sais, parce que, donc, quand je vis des moments comme ça, parce qu'on est sorti dans la rue, parce que ça crée des rencontres que j'aurais jamais eues autrement, je me dis, OK, ben là, ça, c'est une conversation qui vient changer quelque chose probablement dans la vie d'une jeune fille de 14-15 ans. Tu sais, ça me donne des frissons d'en parler parce que... C'est ça me rend très fière de voir que oui, ça a un pouvoir, puis non, il ne faut pas lâcher, puis ça va pas aussi vite qu'on voudrait parce qu'on est une petite équipe, parce qu'on est on fait ça bénévolement.
parce qu'on n'a pas tant de moyens, mais c'est pas grave parce que pour moi, c'est toutes les actions comme ça qu'on cumule à travers les jours, les mois, les années qui, au bout de la ligne, vont faire une différence. Donc, il faut juste pas arrêter, il faut focusser sur où on s'en va. Puis oui, c'est vrai, l'Australie a un plan d'action national, la France vient d'embarquer, puis on se dit, mais pourquoi pas au Québec? Mais il faut pas oublier que ce sont des associations, des organismes comme le nôtre qui n'ont pas lâché, des personnalités publiques, je le dis parce que c'est pas évident, mais qui se sont ralliés à la cause, qui ont mis du poids dans la balance, qui a fait en sorte que ça a attiré l'attention des politiciens. Mais ça se fait pas tout seul, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, on en a croisé des personnalités publiques, je les nommerai pas, mais avec qui on a eu des belles conversations. Auxquelles on a proposé des associations et je comprends, même moi, comme je suis pas une personnalité publique, je suis une simple femme, mais je me suis posé la question, est-ce que je veux me promener avec une affiche endométriose dans le front? Parce que c'est un peu ça que j'ai décidé de faire en fondant Endométriose Québec. Je comprends que pour une comédienne, pour une animatrice, pour une politicienne, c'est pas nécessairement quelque chose qu'elle est prête à vivre avec ce tag-là. Mais je me dis, un jour, on va rencontrer notre match et puis on aura un soutien un petit peu plus médiatique parce que c'est sûr que les médias, ça aide toujours. Surtout en 2019. D'ailleurs, merci parce que c'est ce que vous faites, là. Vous faites sortir le sujet sur le web, les médias sociaux. C'est un grand pouvoir de transformer les choses. Ben, on y croit. En tout cas, ça compte beaucoup aussi pour nous. Est-ce que maintenant, Marie-Josée, tu pourrais nous donner des conseils pratico-pratiques que tu utilises, toi, dans ta vie de tous les jours pour t'aider à vivre avec l'endométriose? Pour les femmes qui nous écouteraient, qui soient atteintes, je pense que c'est important de tenir un journal. Moi, si j'avais un conseil à donner aux femmes, là, ce serait ça. Je trouvais ça important de le dire aujourd'hui parce qu'on a toute une situation différente. Puis en tenant un journal de nos symptômes, de ce qu'on a mangé. Tu sais, oui, l'endométriose, c'est une maladie qui est physiologique, il se passe quelque chose dans notre corps, puis on ne sait pas trop pourquoi, il y a plusieurs causes possibles. Mais reste qu'il y a des choses qui viennent des fois augmenter la douleur. Donc, des fois, on va réaliser qu'on vient de vivre une période hyper stressante, la douleur était beaucoup plus intense, que quand on consomme du café ou de l'alcool, on a beaucoup plus d'inflammation. Bref, prenez des notes, apprenez à vous connaître, à connaître votre cycle, puis ça aide beaucoup quand on rencontre des professionnels aussi, d'être capable de leur expliquer exactement ce qu'on a. Je pense que tu l'as dit aussi, ce que je trouve avec l'endométriose, c'est vraiment comment reprendre la puissance, puis reprendre la maîtrise de son corps, puis comme tu dis, d'apprendre à se connaître. Donc c'est une opportunité pour faire ça. C'est comme ça que c'est comme ça que je choisis de le voir, Pour avoir, comme je le disais tantôt, vécu des périodes très sombres où j'avais l'impression que c'était ça qui gérait ma vie. Je me suis outillée, aussi banale que ça puisse paraître. J'ai une boîte chez moi, je l'appelle ma boîte bien-être, là. Mais quand je suis dans un moment où je vis une crise, où j'ai des contractions utérines, tu sais, quand on a des contractions utérines ou des douleurs à un niveau tellement intense qu'on peut pas faire de la respiration profonde puis méditer. Je veux dire, oui, la méditation, c'est extraordinaire, la cohérence cardiaque, ces choses-là. Mais quand on vit une crise, puis après, on vit les émotions qui suivent la crise. Fait que, tu sais, il faut prendre le temps de vivre ces émotions-là, puis d'être fâché, puis d'être triste, parce que non, c'est pas toujours drôle, mais en même temps, il faut s'outiller. Je parlais du journal, ben c'est ça, moi, c'est des choses comme ça qui me permettent de retrouver mon pouvoir, parce que dans cette boîte-là, j'ai des lectures que j'aime, j'ai des photos des gens que j'aime, j'ai des huiles essentielles qui me font du bien, tu sais, j'ai des tisanes qui m'apaisent, j'ai de la musique que j'aime entendre, tu sais, donc qui viennent stimuler mes 5 sens d'une façon pour me remonter le moral, puis me dire, bon, je viens de vivre ça maintenant, tu sais, j'avance en sachant qu'effectivement, ça va peut-être revenir, parce que c'est malheureux, c'est comme ça. Mais faut pas rester là. Je pense que c'est juste magnifique d'à travers ça, de redonner le pouvoir aux femmes. T'sais. On le fait de plusieurs façons qui ne sont pas de s'informer sur une maladie, mais je pense que c'est de découvrir notre propre force puis de savoir qu'on n'est pas seul. Ça, c'est extrêmement puissant, de savoir qu'on n'est pas seul, puis effectivement,
ensemble. Moi, je le dis toujours, c'est pour ça que tu parlais de la Ouais. force de la communauté. C'est ensemble qu'on va y arriver. Mm. Moi, tu sais, j'ai essayé de rassembler. J'ai lancé une étincelle, mais le mouvement, c'est toutes les femmes, tu sais. Comme je dis, t'as autant de pouvoir. Tu sais, moi j'ai fondé cet organisme-là, mais la fille qui est à l'écoute ce soir, qui va avoir une conversation cœur à cœur avec sa mère ou sa meilleure amie, puis qui va lui dire, ben moi, je vis ça, puis qui va comme enlever un poids sur ses épaules, tu sais, puis qui va, ou peut-être sensibiliser son patron, tu sais. Je disais tous les impacts que ça peut avoir dans le milieu professionnel, c'est énorme. Tu sais, ben, je lui lève mon chapeau, elle vient de faire un pas en avant, elle vient de changer quelque chose dans sa vie, puis dans la vie de probablement d'autres, tu sais, qui ne savent même pas qu'elles sont là autour d'elle, tu sais. Fait que chacun, en fonction de nos moyens, de nos ressources, de ce avec quoi on est à l'aise, on a le pouvoir de participer à ce grand changement-là. Là. Oui. Donc, on peut te retrouver sur le site Endométriose Québec, sur la page Facebook, sur la page Instagram. Oui, ça? la page Instagram, c'est mon compte perso, mais effectivement, c'est ce que j'appelle le compte de la fondatrice. Donc, je partage des tranches de vie un peu plus personnelles. Je trouve que c'est important aussi de montrer que je ne suis pas cette Wonder Woman qui a fondé Endométriose Québec et qui a trouvé le parfait équilibre. Là. C'est pas du tout ça. Je suis comme toutes les femmes atteintes, je vis des hauts et des bas, puis c'est là que je me permets de les partager. Okay. Super. Ben merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci pour cette belle tribune que vous me donnez, puis pour cette initiative. Je vais vous écouter avec intérêt. Merci beaucoup, puis merci pour cette inspiration. En tout cas, ça nous donne nous-mêmes de la force pour continuer, puis pas lâcher et aller aussi par petits pas. On s'inspire de ton projet aussi, donc merci encore. Ben, merci à vous. Un grand merci à Marie-Josée Thibert d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous son histoire et son combat pour l'endométriose. Pour suivre l'actualité d'Endométriose Québec, rendez-vous sur le site internet endométriose.québec. Si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, n'hésitez pas à vous inscrire à notre infolettre via notre site endoed.org, à vous abonner à nos comptes Instagram et Facebook, et surtout à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Cela permettra à d'autres de nous découvrir plus facilement. On espère que ce tout premier épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous pour l'épisode 2 le premier mercredi du mois de mai. Merci pour votre écoute et nous vous disons donc à très bientôt.